Il y a eu énormément de photos. Il y a eu des espèces de setup où effectivement il y avait des photos de Mojtaba montées sur des cartons. Je trouvais ça un petit peu comique, où les gens l'embrassaient et vouaient leur âme et leur vie à toujours suivre ce grand chef qu'ils ont nommé. Donc ça fait un petit peu rire. À mon avis, il est mort. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Catherine Pérez-Chagdan. Catherine, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel, Bokartov. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de vous être levé de si bon matin puisque vous êtes à Londres et qu'il y a 2 heures de décalage par rapport à notre heure en Israël. Merci d'être là pour nous expliquer parce qu'on vous a sollicité en particulier pour essayer de mieux comprendre qui est le personnage de Mojtaba Khamenei, le fils de Ali Khamenei, qui est le nouveau guide suprême. Alors, avant de parler de lui, d'abord une information. Parce qu'on en parlait, je le disais dans le journal il y a quelques instants, personne n'a vu en vie Mojtaba Khamenei depuis qu'il a été désigné par les gardiens de la Révolution. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il est en vie? Non, non, je ne pense pas. Il y a eu énormément de photos. Il y a eu des espèces de setup où effectivement il y avait des photos de Mojtaba montées sur des cartons. Je trouvais ça un petit peu comique, où les gens l'embrassaient et vouaient leur âme et leur vie à toujours suivre ce grand chef qu'ils ont nommé. Donc ça fait un petit peu rire. À mon avis, il est mort. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu, tout simplement. Mort ou J'imagine grièvement blessé? décennies d'attente. Il aimerait faire partie de cette fête-là, ou au moins voir des files de gens se ramper à ses pieds. Bon, il est pas là, il ne l'a pas fait, pas d'un bancaire, que de nulle part. Donc, à mon avis, oui. Ben, de toute façon, il y a eu confirmation, et le régime l'a même admis, qu'il avait été blessé dans la frappe qui a tué son père. Et donc voilà, donc depuis plus rien, pas un Alors, mot. alors, quel est Donc, l'intérêt, alors quel est l'intérêt des gardiens de la Révolution de nommer un homme qui ne pourra pas être, on va dire, de facto véritablement le leader? je dirais qu'un homme mort survit plus. Tout simplement parce que s'il est mort et qu'effectivement il y a quelqu'un qui est caché, qui est en tête, donc de cet apparatus qui est démoniaque, hein, ben dans ces cas-là, il peut survivre. Cette personne peut survivre si C'est- Monsieur Mojtaba est mort. Donc c'est- c'est vrai que c'est plus simple. C'est un régime qui ment quand même à la base, donc ça ne m'étonnerait pas. Je trouve ça très comique. C'est un peu triste dans le sens que, ben, effectivement, il faudrait qu'ils admettent un jour peut-être enfin, la vérité, ils veulent pas le faire. C'est mensonge après mensonge après mensonge. Très bien, ça va les rattraper. Est-ce qu'à votre avis, c'est peut-être le reflet justement de la situation de détresse dans laquelle se trouve finalement le régime envers et contre tout? Absolument, pour moi, c'est le début de la fin. Je garde le sourire en disant ça parce que je pense que les gens ont assez souffert et on aimerait que ce régime tombe un peu plus tôt maintenant. Maintenant serait très bien. Hier, ça aurait été mieux. Bon, demain, on verra demain. Mais oui, c'est la fin, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils se sont fait décapiter. Les Iraniens ont été très clairs. Ils ont été très clairs, ça fait des années qu'ils sont très clairs. Ils ne veulent pas de ce régime démoniaque, je le répète encore, qui a réclamé 40 000 vies. Ça, ce sont les estimations qui ont été faites. Bon, que ce soit vrai ou non, peu importe. Et déjà, 3 vies, une vie, c'est trop. Donc, ça suffit. C'est la fin. C'est la fin, on attend. Alors, nous avons sollicité parce que vous connaissez bien le régime iranien, vous avez interviewé même le président Raisi et vous connaissez bien, on va dire, les arcanes du pouvoir en Iran en tant que journaliste. Alors, la question que je vous pose concernant, partant de l'hypothèse qu'il est encore vivant quelque part, Murtaba, qui est-il? Quel genre de personnage est-il? Et puis, on parle beaucoup de sa fortune. Vous pouvez nous en dire un mot? Ah oui, sa fortune et les aventures anglaises. Sa fortune a été estimée à peu près, je crois, des investissements qui ont été faits, bon, que ce soit immobilier et autres, à 100 millions de livres sterling. Donc ça fait beaucoup. On parle même de plus, hein, on parle même de selon en Enfin, ça, Israël. c'est ce qu'on connaît officiellement, dans le sens que, bah, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une recherche là-dessus pour essayer de faire un mapping donc, des finances du grand monsieur. Et il s'avère que je dirais que l'Angleterre a été très, très gentille, très souriante, et aussi pas trop. Enfin, disons que certaines personnes n'ont pas trop regardé, à savoir qui signait quoi et quel papier et pour qui.
Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais je trouve que je dirais que les capitales occidentales ont beaucoup, ont à répondre de beaucoup. On laissait faire, c'est-à-dire on laissait Ils ont laissé faire, ils ont permis à ces gens-là d'utiliser un système qui permet à beaucoup de personnes de se cacher en fait. Donc il y a ils ont créé des shell companies, ils ont créé tout un système, il y a une espèce de hiérarchie qui s'est faite au niveau des financements et de savoir le pourquoi du comment et comment cacher les vrais comment bénéficiaires. Donc Mouktaba Ramenei, on va dire certains parlent de plusieurs milliards même de dollars. C'est-à-dire, il a des biens investis dans l'immobilier. On parle à Londres, on dit à Dubaï également et dans d'autres Dans pays. le monde entier, dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, partout, 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 au Qatar aussi. Au Qatar aussi. Alors, et quant à sa personnalité, on dit qu'il est même plus cruel que ne l'était son père. Oui, oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai eu plein de conversations donc, depuis le début de la guerre. Et beaucoup de personnes s'imaginaient que Mojtaba était quelqu'un de beaucoup plus calme, parce que plus jeune, parce que plus éduqué, ou du moins, ils se l'imaginaient. Non, c'est quelqu'un qui est absolument, je dirais, plus radical que son père, ce qui est quand même compliqué à faire. Il a réussi, donc bravo. C'est quelqu'un qui se veut, je dirais, impénétrable dans le sens qu'il ne veut pas avoir autour de lui des gens qui pourraient peut-être lui nuire ou poser un espèce de challenge à son Oui. pouvoir. Ça veut dire qu'il est entouré d'imbéciles. D'imbéciles qui sont prêts à ramper à ses pieds pour avoir des petites miettes. Et ça le rend très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en se mettant, enfin, en s'entourant d'imbéciles et de gens qui sont prêts à vendre leur mère pour y arriver, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucun scrupule et qui diront toujours oui et qui n'opposeront aucune de ses décisions. Et c'est quelqu'un qui se veut meurtrier, il est assoiffé de sang et de pouvoir, tout simplement. Son père s'est assis sur ce grand trône pendant des années et des années et des années, des décennies même, et lui a attendu. Et au contraire du roi Charles, Oui. il a attendu avec grande impatience. Et c'est quelqu'un qui voulait absolument faire Ah, du mal aux Iraniens pour s'imposer comme le prochain. Parce qu'il tombe dans la ligne donc, de Khomeini, Khamenei. Il voulait se faire un nom pour lui-même et pour lui, ça devait être imbibé de sang. alors justement, et puis autour de lui, il y a ces rumeurs sur le fait qu'il n'aurait pas figuré dans le testament de son père comme étant le prochain leader, parce qu'il y a une tradition instaurée par l'ayatollah Khomeini sur laquelle eh bien, il ne peut pas y avoir de transmission filiale. Exactement. Ben, si je me trompe pas, il y a une fatwa en fait qui avait été faite par Khomeini et justement l'intérêt de faire ça au tout début, donc de la création de cet État islamique, c'était pour se distancer des monarchies, qui évidemment Oui. se passent de père en fils ou d'oncle à neveu, enfin bref, dans la famille. Et donc il voulait éviter ça et aussi se réclamer plus libre, plus démocratique. Et donc voilà, donc maintenant la question s'est posée de savoir, mais alors comment? Mais pourquoi? Mais ils font des gymnastiques intellectuelles tout le temps, aussi religieuses, Oui. rien ne les dérange. Rien ne les dérange du tout. Donc, mais bon, maintenant, s'il est mort, je dirais que la question ne se pose Ne plus se pose pas parce qu'il n'y a pas de, véritablement. il y a pas de transmission du tout, il n'y a pas d'héritage. Mais encore, à mon avis, il l'est, très sincèrement. Je l'espère. Je voudrais avec vous essayer de nous projeter vers l'avenir. C'est une question que l'on se pose beaucoup en Israël. Combien de temps la guerre va durer? Est-ce que vous pensez que cette guerre va mettre fin au régime et qui peut succéder en fait concrètement au régime actuel? Est-ce que par exemple le prince Reza Pahlavi peut être un successeur potentiel? Euh, Très sincèrement, Daniel, il y a quelques semaines, j'aurais dit oui. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois on attend qu'il y ait une grande déclaration d'un gouvernement en exil ou autre. Bon, il a demandé ce qui est une transition. Bon, très bien. Mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvement de son côté. Donc, ce que je trouve très dommage, parce qu'on était tous un petit peu en attente d'eux. Maintenant, s'il veut s'asseoir et boire son café, c'est très bien aussi. Il peut le faire. C'est sa prérogative. Maintenant, je dirais que la C'est-à-dire, fin du en régime, fait, vous nous dites, Catherine, vous nous dites que Reza Pahlavi est en train de rater ce rendez-vous de l'histoire? un petit peu, oui. Un petit peu, parce qu'il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. On nous a demandé, enfin nous, on a demandé aux États-Unis et à Israël d'aider. Israël et les États-Unis ont aidé. Bon, quoi d'autre? À un moment donné, il faut quand même je vais être un petit peu, enfin, il faut se bouger. Voilà, tout simplement. Je vais dire les choses comme elles le sont. Et vous avez Donc, l'impression avant de que... savoir si oui, le régime va s'écrouler, bien sûr.
Bien sûr, on a fait tout ce qu'il fallait pour, et je dirais même que je trouve que l'histoire de temps en temps est très jolie, surtout la nôtre, et je dirais début Pessah, fin de Pessah. Voilà, c'est ma prédiction. Maintenant, si je me trompe, c'est pas grave, mais à mon Oui, avis, ça sera le cas. mais alors vous êtes en train de dire effectivement le régime risque de tomber et il risque de ne pas y avoir de successeur pour récupérer, on va dire, le pouvoir en Iran. Non, non, ça c'est pas vrai. C'est pas, il y aura toujours quelqu'un. Il va y avoir un, je pense pas qu'il y aura un vide en Iran. Les gens vont, quelque chose va se passer. Il y a plein de personnes. Le prince n'était pas le seul. Il y a énormément de groupes et de personnes qui peut-être au sein de l'Iran vont décider, peut-être une femme. Oui. Et il y a une femme qui se trouve dans la prison d'Evin, qui a été une grande dame de la Révolution. Le nom m'échappe maintenant parce qu'il est trop tôt, Daniel. Mais c'est une grande dame de la Révolution qui peut-être, s'occupera de la transition. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y aura une période, effectivement, où les gens vont se chercher, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'ils sont restés comme ça Ouais. sous la coupelle d'un État islamique qui était brutal, qui n'était pas démocratique du tout, et que la démocratie ne s'invente pas en une journée. Donc il va falloir retourner un petit peu aux sources et voir ce ils vont décider. Les Iraniens vont décider. Je leur fais confiance dans le sens qu'ils ont tellement souffert qu'ils ne vont pas recommencer ce schéma, tout simplement. Donc je veux y croire. Je reste positive. Eh bien, Catherine, on va rester sur cette émouna, sur cet espoir de croire véritablement en la fin de ce régime et puis l'arrivée d'un régime, on va dire, plus conciliant, plus démocratique, qui pourrait répondre, on va dire, aux besoins et aux aspirations d'une partie importante de la population iranienne. Merci beaucoup, Catherine Pérez-Chakdan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes directrice vous allez me redire, l'association We believe lions. Oui, We Believe believe Lions. lions. Voilà, nous croyons aux lions et on parle beaucoup de lions ici en Israël, puisque nous sommes en plein cœur de l'opération Rugissement du Lion, après avoir été en juin dernier au cœur de l'opération Am Kelavi, un peuple comme un tigre, comme un lion. Donc, on sait de quoi s'agit-il lorsqu'il s'agit des lions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Catherine, et à bientôt, peut-être en Israël. Merci Daniel, mais bien sûr en Israël, toujours en Israël.